Bonjour, je suis Eve Justiniani, je suis maître de conférence en études hispaniques et plus précisément en histoire contemporaine espagnole à l'université d'Aix-Marseille et je vais parler de ma thèse. Ah bah alors, écoute, puisque tu veux nous parler de ta thèse, pourquoi tu commences pas par nous dire quel était le titre, en quelle année tu l'as soutenu, sous la direction de qui, dans quelle université? Je crois que j'ai déjà dit dans quelle université. Bon, tu as compris l'idée. Alors cette thèse, elle s'intitule Une biographie intellectuelle de José Ortega y Gasset entre 1936 et 1946, avec un sous-titre qui est Silence politique ou collaboration passive. Je l'ai soutenue sous la direction de Paul Aubert à l'université d'Aix-Marseille, qui était à l'époque encore l'université de Provence, en novembre 2008. 2008. Bon, ça fait déjà un petit moment là, mais Ça bon, fait déjà presque 15 ans, ouais. ça passe vite, hein. 15 ans passés, oui, 15 ans révolus. Ça fait un moment, c'est passé vite. Et encore, quand tu penses à ceux qui ont soutenu leur thèse depuis plus de 50 ans, tu vois, tu es encore une petite jeunette au regard de la vie de la thèse. Je suis encore une petite jeune, oui, oui, je me sens encore comme ça, à certains égards d'ailleurs, malgré 20 ans dans l'université, puisque j'ai commencé en 2003 à travailler sur ma thèse. Et du coup, à travailler, j'avais un contrat d'allocataire. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans ces murs et que j'enseigne. Et pourtant, je me sens encore parfois, quand je vois des appels à communication pour les jeunes chercheurs, je les regarde instinctivement. Mais Bon, non, j'en suis une. alors, puisque tu en es à ton parcours, avant d'y venir vraiment, moi j'adore creuser dans la vie de mes collègues et dans leur comment j'ai envie de dire, leur métaphysique quasiment d'enseignants, de chercheurs. Je voudrais savoir d'abord pourquoi l'espagnol et pourquoi l'enseignement. Les deux, en fait, c'est un petit peu par défaut. L'enseignement, c'était vraiment la carrière à laquelle je voulais échapper à tout prix, car elle était un petit peu toute tracée par mes parents qui voyaient en moi, dès le lycée, une future prof de fac, peut-être parce que c'était la carrière qu'ils n'avaient pas pu suivre eux-mêmes. Et donc, par pure opposition adolescente à laquelle je voulais échapper. Et finalement, un beau jour, j'ai compris que c'était pas un si mauvais choix. Et l'espagnol, un petit peu par hasard aussi, parce que j'ai aucune origine familiale qui me rattache à l'Espagne. Et j'avais tout simplement fait le cursus international, de bac international, qui était ouvert l'année où je rentrais en seconde dans mon lycée. Et j'avais suivi ça. J'avais eu un bon niveau d'espagnol. Donc ensuite, j'ai dérivé. Je suis partie d'abord sur la philo à la fac, enfin après ma prépa. J'ai fait la licence d'espagnol parce que c'était assez facile avec mon bac international de la décrocher. Je suis partie ensuite à Sciences Po pour justement essayer d'échapper au concours de l'enseignement. Mais j'avais fait mon stage de Sciences Po en Argentine et comme je suis revenue assez fluide voilà, en castillan, j'ai passé la grègue bon, pour voir. Et bon, évidemment, je l'ai eu. Et pour échapper du coup à l'enseignement qui me pendait de nouveau au nez, j'ai dit eh ben, je vais faire une thèse, ça me permettait de reculer pour mieux sauter. Voilà, donc en fait, je n'ai cessé de repousser le moment où il faudrait commencer à enseigner. Et le secondaire, je sentais que j'étais vraiment pas faite pour ça, que j'avais pas la patience en tout cas, peut-être une vocation, oui, pour transmettre, mais pour transmettre, pour enseigner et pas pour éduquer. Ça, c'était trop difficile déjà de gérer mon propre chaos pour gérer celui d'une classe d'élèves de secondaire. Je savais que ce serait pas possible. Et ensuite, ben, en commençant la thèse, j'ai eu un contrat d'allocataire monitrice et du coup, j'ai commencé à donner des cours à des étudiants qui étaient à peine moins âgés que moi, quoi. Mais finalement, j'ai trouvé ça gratifiant, intéressant, passionnant même. Et ce contact avec les jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très précieux pour moi, parce que j'ai l'impression que ça me maintient moi-même toujours dans le statut d'étudiante. Je descends à la fac tous les matins, comme il y a 20 ans. C'est la même fac, elle a un petit peu changé depuis, mais j'ai l'impression d'être toujours étudiante. C'est un peu ça qui me plaît dans ce métier. C'est qu'on continue sans cesse d'apprendre et qu'on est en contact avec ce monde nouveau qui est celui des digital natives, là, comme on dit,
qui sont différents, mais pas moins intéressants. Tu te souviens de ton Ouais. premier cours? Le tout premier, non. Bon, je Non. sais que j'avais le trac, je sais que j'avais la voix qui tremblait. C'est toujours le cas d'ailleurs quand je vais à un Ah. colloque. C'est plus pour les colloques, les conférences. En cours, moins maintenant. Mais je sais que j'étais très, très intimidée. J'avais du mal à maîtriser ma voix. Et puis ensuite, une fois que c'était parti. Et puis, j'ai eu la chance, parce on m'a confié tout de suite des enseignements intéressants, des cours magistraux. Avec leur TD, j'étais responsable du E, donc je gérais ma matière de A à Z. C'était vertigineux puisque j'étais vraiment sans filet et en même temps, ça m'a très bien convenu puisque bon, je pouvais faire, j'avais beaucoup de liberté, je pouvais faire ce que je voulais. C'était intéressant, c'était riche. Alors, revenons sur les pas de l'embryon de chercheuse que tu étais, l'apprenti, puis l'apprenti chercheur que tu es devenu. Explique-nous comment est-ce que tu en es venu à te dire, voilà, moi je veux travailler sur l'Espagne, je veux travailler sur cette période, plutôt sur ces sujets. J'étais très indécise, ça n'a pas trop changé d'ailleurs, c'est-à-dire que je voulais tout faire, tout m'intéressait. Et partant, j'avais j'avais du mal à choisir un domaine. J'étais pas du tout en plus historienne, c'était vraiment plutôt mon point faible dans mes études précédentes. Et j'avais fait mon mémoire de maîtrise, donc aujourd'hui Master 1 en littérature. Et je sais pas, je voulais peut-être changer un peu de crèmerie ou voir ce qui se passait ailleurs. Et donc j'avais pris rendez-vous avec les différents enseignants du département pour voir ce qu'ils pouvaient me proposer sans savoir trop, en fait, sans avoir moi-même vraiment de sujet à proposer. Attends, je te Et je me coupe. rappelle, Je te coupe. Il portait sur quoi le sujet de maîtrise? le T'as dit sujet de littérature, maîtrise, mais quoi? ouais, il portait sur la carnavalisation de l'écriture dans une nouvelle de Juan Bennett de D'accord. 1962 qui s'appelle Nunca llegarás a nada, ce qui était tout un programme. Je l'avais fait avec Monique Delopé, donc c'était la sociocritique inspirée des travaux de Michael Barthin sur le carnaval. Mm. C'était très. J'avais vraiment une fibre littéraire plutôt au départ. Et Bon. quand je suis allée voir, donc je suis allée voir Paul Aubert, et puis il fallait bien que je commence l'entretien en lui disant quelque chose. Il m'a dit sur quoi voulez-vous travailler? Et comme j'avais fait un peu de philo et que je, je, je voulais dire quelque chose, je lui ai répondu comme ça, un petit peu mystérieusement, je voudrais travailler sur les grands problèmes de la modernité, parce que ça faisait intelligent. Et il m'a dit, alors, il faut travailler sur Ortega. Il y a pas d'autre choix. Alors j'ai dit, ah bon, quid de Quesaco? Enfin, si, j'en avais entendu un petit peu parler quand même. Et j'ai donc fait mon DEA sur Ortega, sur un essai qu'il a publié en 1923 qui s'appelle El tema de nuestro tiempo et qui effectivement porte sur la question de l'import des paradigmes de la modernité en Espagne. Et puis ensuite, ben, comme j'avais creusé sur le Ortega et lu pas mal de bibliographies, comme ça j'ai repéré, on va dire, un angle mort dans Mm. les études ortégiennes qui tournaient autour de la guerre civile et de sa position politique pendant la guerre. Et donc j'ai défini le sujet de thèse sans trop sans trop de difficulté, puisque vraiment là, il y avait quelque chose, je sentais bien qu'il y avait un nœud. Si la bibliographie sur Ortega, elle était énorme déjà, c'était un volume considérable. Euh, Là, je voyais qu'il y avait quelque chose à creuser. Il y avait comme une sorte d'énigme, il y avait une enquête qui s'ouvrait et c'était intéressant, c'était intriguant et puis c'était suffisamment apparemment porteur pour qu'on m'octroie la bourse et qu'ensuite ça fasse un sujet un petit peu qui est un petit peu polémique quand même. Il a fallu que je montre patte blanche à la Fondation Ortega pour qu'on me laisse travailler sur certains documents d'archives, on va dire que je maquille un petit peu le sujet exact de ma thèse pour qu'on me laisse avoir accès à tous les documents que je voulais. Ça a été un petit peu compliqué. C'est les gardiens du temple. Bah justement, c'était la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que tu expliquais, mais c'est une question rhétorique, hein,
mais du coup, ça va te permettre de creuser. Comment est-ce que tu expliquais que ce soit un angle mort? Tu as dit angle mort et puis un autre mot, silence, ou je sais plus très bien quel terme tu as employé, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Donc, comment est-ce que tu l'expliques? Parce que quand même, tu as commencé ta thèse relativement tard par rapport aux événements. Donc, j'imagine qu'il y avait des jalons. Alors, comment on faisait quand on parlait d'Ortega? On tournait autour avec un silence gêné. Raconte-nous un peu. Ben, le, alors, j'ai compris plus tard, en étudiant un petit peu l'hi- l'historiographie ortégienne, comment ça s'était configuré, ce mythe du silence politique d'Ortega. Après, en fait, de longues décennies sous le franquisme, d'ostracisme, puisqu'il incarnait en fait au contraire un penseur cosmopolite, très européen, libéral, et donc il était persona non grata sous le régime, en tout cas âprement critiqué par l'Académie de l'époque. Euh, et il a été récupéré au moment de son centenaire, le centenaire de sa naissance en 1983, en pleine transition démocratique. Et à ce moment-là, en fait, on en a fait un précurseur à la fois de l'Espagne des communautés autonomes, par les positions qu'il avait sur l'organisation territoriale dans les années 20, un précurseur de la pensée européenne, et donc il avait tout, on va dire, tous les ingrédients nécessaires pour devenir en fait l'un des pères de la démocratie et servir au récit légitimateur de la transition. Donc à ce moment-là, il a commencé à devenir un monstre sacré. C'est un des premiers auteurs de cette époque, des années 20, qui est disposé d'une fondation à son nom, avec vraiment une entreprise de récupération de sa pensée, de ses archives, qui a été vraiment bien orchestrée, et qui a donné une vraie impulsion aux études ortégiennes. Du coup, ensuite, avec cette image qui a été construite de lui pendant les années 80, devenait un petit peu intouchable. Et il était difficile d'évoquer les débuts euh, disons, de la période franquiste, où Ortega avait un petit peu oscillé, avait une position assez ambiguë, et sous cet apparent silence politique, puisqu'effectivement, il n'a pas pris de position ouverte et directe sur la question du conflit. C'était toujours avec des phrases codées, allusives et ambiguës. On pouvait du coup lui prêter l'opinion un petit peu qu'on voulait. Alors, pendant la période franquiste, c'était très facile pour ses détracteurs de l'accuser de pro-franquisme, et inversement pour ses défenseurs de dire qu'il n'avait jamais soutenu le régime. Et ensuite, du coup, cette question, elle a été escamotée de sa biographie. Et c'est précisément, je pense, ce à quoi il voulait en venir, lui, en gardant le silence. C'est-à-dire que, je sais pas, qu'on l'attribue finalement a posteriori au bon, au camp des bons, d'après ce que l'histoire en dirait. Et oui, bah alors c'est compréhensible que du point de vue de la Fondation Ortega, ils aient voulu conserver, on va dire, une image intacte du penseur, et on va dire ne pas souiller toute son œuvre, qui est monumentale et qui a effectivement été déterminante en Espagne, et son aura de passeur culturel et tout ce qu'il avait pu faire pendant toutes les années qui précédaient la guerre. On ne veuille pas souiller cet héritage avec des questions trop, on va dire, de base politique, et qui tout de suite sombraient dans la polémique. Le problème, c'est que cette question, elle a toujours été abordée de façon extrêmement polémique, avec mala leche, non? Avec une sorte d'intention de détruire, de déconstruire sa figure, sans véritable assise historique, sans recherche probante, et avec beaucoup d'accusations basées sur de la mauvaise foi et d'instrumentalisation politique, en fait. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, comme justement, je n'avais aucun compte à rendre, aucun compte à régler avec cette histoire-là, du point de vue personnel, familial ou autre,
J'arrivais avec ma bonne foi d'historienne qui voulait juste savoir ce qui s'était réellement passé et qui entendait le prouver avec des documents d'archives. Et c'était délicat au départ, c'est-à-dire que j'ai dû tricher un peu en expliquant que j'allais travailler sur le développement du thème de la raison historique dans les années 40. Il a fondé, quand il est revenu d'exil, il a fondé ça a eu 3 ans d'existence, qu'il appelait l'Instituto de Humanidades, qui était une sorte d'organisme où il dispensait euh, des cours du soir. Alors, les persifleurs disaient que c'était pour les marquises et les toreros, hein, qui venaient comme si c'était un événement mondain. Mais il a vraiment essayé à ce moment-là de tenter quelque chose, hein, dans l'Espagne obscurantiste, hein, de 1948. C'était vraiment lugubre. Et effectivement, il a dû donner ses conférences avec un portrait de Franco derrière lui accroché sur le mur. C'était ça ou rien. Donc il a tenté l'expérience, ça a duré 2 ans. Mais du coup, sous couvert d'étudier le développement de la raison historique tel qu'il le proposait dans ces cours-là, j'ai pu commencer à rentrer en fait dans la documentation qui était relative à cette période. Voilà. Donc Voilà, j'ai un petit peu. c'est Ouais, comme ouais, ça, ouais. c'est le biais. Parce que c'est la question que je me posais, tu vois, en t'écoutant. Je me disais, mais alors du coup, ton enquête, là, parce que tu as parlé d'enquête, comment tu as attaqué les choses? Bon, là, tu avais ton angle. Alors, tu vas nous parler, j'aimerais bien, des documents que tu as eu à consulter. Et puis, si tu as rencontré des gens que tu as fait témoigner ou si c'est vraiment sur la base d'archives, point. Non, j'ai pas rencontré de témoins. C'était un petit peu les 3 premières années, j'étais en France et c'était compliqué de rencontrer des gens. Je débarquais dans ce milieu-là. Et ensuite, quand j'étais sur place, mon sujet était déjà lancé. C'était plus l'heure de faire des enquêtes comme ça, ou des entretiens. Non, j'ai vraiment travaillé sur les documents d'archives. J'ai eu de la chance, en fait, parce que je me suis liée d'amitié avec les membres du Centre d'études ortéguiennes, donc, qui avait été créé quelques années auparavant autour du projet de réédition de ces œuvres complètes. Mm. Donc, c'était une très belle équipe de gens de formations disciplinaires très différentes qui ont travaillé donc, sur ces 10 volumes, qui est une réédition exceptionnelle du point de vue éditorial, de la rigueur. De la rigueur du travail de restitution, de comparaison des différentes versions des manuscrits avec toute une série d'appendices extrêmement précieux. Donc, je me suis liée d'amitié avec les membres de ce centre d'études ortéguiennes qui étaient dans un petit réduit dans le grenier de la fondation. Et un petit peu sous le manteau, ils m'ont donné copie des CD-ROM sur lesquels étaient stockés les documents. Alors, c'était comme c'était une archive qui avait été constituée de façon très précoce. C'était pas du tout. Alors, c'était pas des microfilms, c'était tout numérisé sur CD-ROM. Mais il y avait une quinzaine de CD-ROM sur lesquels tenait l'essentiel de la correspondance, notamment, et des manuscrits. Mais c'était organisé sans critères chronologiques ni cotation particulière. En fait, il y avait des numéros de dossier sur les CD-ROM qu'il fallait ensuite rapporter à un fichier Word qui donnait la correspondance entre le numéro de fichier et le code du document d'archive, et ensuite un autre fichier où était codifié du coup la cotation par rapport à quel fonds ça correspondait, c'est-à-dire la correspondance, les papiers d'intérêt biographique où il y avait toute une série de choses qui provenaient de ces tiroirs, toute une série de documents qui avaient été en fait rassemblés et triés par sa propre fille, Ah qui a ouais. fait un énorme travail, mais qui n'était pas elle-même archiviste. Donc, elle a parfois regroupé des documents par parenté thématique, sans qu'ils soient, par exemple, rédigés à la même époque. Donc, parfois, il fallait aussi, du coup, dans ces dossiers, réussir à filier la provenance des documents. C'était un petit peu compliqué, mais c'était quand même un fonds extrêmement riche. Il y avait donc déjà toute la correspondance, puisque Ortega était conscient de sa postérité, donc il collectait
Il conservait précieusement toute sa correspondance et souvent copie de ses propres lettres. Donc, on avait quand même l'aller, le retour. Beaucoup d'articles de presse, non seulement qui concernaient ses domaines d'intérêt, mais aussi qui le concernaient lui. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de documents voilà, qui permettaient d'évaluer la réception, notamment. Tous les papiers d'intérêt biographique dans lesquels, par exemple, il y avait les comptes des diverses entreprises culturelles qu'il a fondées. Il y avait quelques notes qui s'apparentaient à des journaux intimes. Énormément, énormément de documents. Donc là, par exemple, pour la période, les 10 ans que j'ai fini par délimiter pour la thèse, puisqu'au début, j'avais prévu de faire 1936-1955, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et à mi-chemin, j'étais obligée de réduire de moitié la chronologie parce que c'était trop. Il y avait déjà, je crois que j'ai épluché 3000 ou 4000 lettres, ne serait-ce que pour la correspondance. Les manuscrits, évidemment, de toutes les conférences qu'il a données, ou les versions tachygraphiques là, des auditeurs. Et je voulais évidemment comparer ça avec des documents externes qui ne provenaient pas de la Fondation Ortega. Donc je suis allée notamment, donc il y a 3 villes dans lesquelles il a séjourné pendant son exil, Paris, Buenos Aires et Lisbonne. Donc je suis allée aux archives du ministère des Affaires étrangères pour consulter tous les rapports des ambassades franquistes le concernant. Euh, J'en ai trouvé quelques-uns dans les archives du Foreign Office aussi, puisque parfois il y a des diplomates britanniques qui écrivaient un rapport. Il y a eu une ou deux rencontres avec des diplomates anglais, notamment quand il était à Lisbonne. Voilà, donc d'autres centres d'archives dans lesquels j'ai pu un peu avoir une vision externe et évidemment de la presse beaucoup pour évaluer la question de la réception et de son malheureusement maigre impact public pendant les années de la guerre civile. Et oui, c'était son drame, c'était son drame. Et puis j'ai vraiment eu, avec tous ces documents, la correspondance, les petites notes qu'il prenait sur un coin de table, vraiment des petits bouts de papier très variés, ses listes de courses même parfois. Vous voyez que il ramenait des fleurs pour sa femme, ou qu'il achetait un certain nombre de caisses de whisky, par exemple. Je me suis dit qu'il traversait des années un petit peu difficiles. C'est très, très sensible. J'ai eu vraiment l'impression de rentrer dans son intimité, parfois de façon même un petit peu gênante. Mais de voir se construire en deçà de cette figure publique qu'il avait vraiment ciselée de façon très, très attentive, la figure privée d'un homme qui était tourmenté, qui était sans doute sujet à des dépressions cycliques ou à des troubles qui sont évidemment très compréhensibles étant donné ce qu'il a traversé, mais à cette dimension très, très personnelle, très intime, et la façon dont il se battait avec l'écriture et avec la philosophie et ces difficultés qu'il avait parfois à produire et à écrire avec ces idées qui se bousculaient de façon torrentielle dans son esprit et qu'il n'avait jamais le temps de coucher sur le papier, ça le rendait malheureux. Mm. Et bon, évidemment, on peut pas s'empêcher de se comparer à son. Voilà, quand on a un objet d'étude comme ça, quand on fait de la biographie, de se sentir proche de l'auteur qu'on étudie. En tout cas, ces difficultés qu'il avait à écrire, je les ai ressenties aussi, certainement. Ça influe Cette- sur toi. Mm. et cette logorée, finalement, parce qu'après, une fois qu'il était parti, il ne s'arrêtait plus. Et puis, c'était, c'était très, oui, très. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire des digressions, de s'étendre, d'avoir recours à des métaphores, des adjectivations toujours riches. Et ça, c'est un défaut que j'ai que j'ai dans ma thèse, qui est beaucoup trop longue, malheureusement. Mais, hmm. Bon, donc si je comprends bien, en plongeant dans tous ces documents, etc., tu partais à la recherche d'une chose qui était de comprendre un positionnement à l'égard de la sphère publique, etc. Puis tu as trouvé des tas de choses, parce que là, tu m'as beaucoup parlé enfin, tu m'as beaucoup parlé. Disons qu'à travers cette anecdote des caisses de whisky, tu parles de la, une espèce de la différence entre le mythe de l'auteur
et puis la réalité, la personne. Donc, tu as trouvé quand même des choses que tu n'attendais pas de trouver. Et est-ce que dans cette espèce de psychologie de l'auteur que tu as faite, c'est pour ta gouverne, pour ton information personnelle, ou alors est-ce que tu as fait le lien avec ce que tu cherchais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dit? Bah, finalement, ce manque de positionnement clair dans la sphère publique est lié aussi à la personnalité que j'aperçois dans les documents que j'ai découverts, quoi. Oui, bon, j'ai essayé de lier les deux aspects parce que vraiment pour moi c'était un des postulats de mon travail, c'était de ne pas seulement me pencher sur les textes, qu'ils aient été publiés ou qu'ils soient demeurés posthumes, mais vraiment de proposer une lecture de ces textes contextualisés et de montrer ce qu'ils pouvaient bien signifier à ce moment-là pour leur destinataire et puis pour évidemment l'auteur. Et ça me semblait vraiment indissociable de sa position personnelle quand bah, il est effectivement, il sort d'une opération chirurgicale lourde et que des anciens étudiants à lui viennent avec un fusil à la main lui réclamer la signature d'un manifeste. Évidemment, la situation personnelle, elle est indissociable de la posture politique. Quand il est à Paris en exil et qu'il a 10 personnes dans sa maison qu'il doit nourrir, évidemment, on comprend qu'il accepte d'écrire des articles sur des sujets qu'on lui propose et qui sont en apparence légers ou peu pertinents, mais parce que bah, il faut remplir la bourse et puis il faut nourrir tous ces gens. Donc j'ai vraiment essayé d'imbriquer du coup ensuite dans la rédaction ces deux aspects, c'est-à-dire toujours d'asseoir ce cadre familial, personnel, psychologique et de montrer en quoi il pouvait conditionner le choix de voilà, certains sujets d'intérêt, de certaines publications, à rebours, montrer comment bah, il pouvait se sentir piégé par certaines personnes qu'il avait plus ou moins manipulées, acculées à prendre position alors que lui, il ne souhaitait pas, il voulait se protéger, il avait peur. Et puis, je pense que son drame, c'était d'avoir été avant-guerre une personnalité publique de premier plan. Je pense qu'il avait quand même un certain orgueil et euh, une certaine, euh, une certaine fierté, en tout cas, à se sentir euh, un maître courtisé par tous ses disciples et, euh, et à avoir vraiment un pouvoir, une influence culturelle sur des tas de sphères, hein, littéraires, philosophiques, politiques, médiatiques, etc. Et du jour au lendemain, de ne devenir personne. Mm. Ça a été un drame et on le voit dans tous ces textes privés, publics, de comprendre que bah, tout à coup, bah, il ne tirait plus aucune ficelle, il n'avait plus de pouvoir d'influence, on ne l'écoutait plus. Et ça a été pour lui vraiment un monde qui s'effondrait. Il est parti une main devant, une main derrière, en laissant toute sa bibliothèque. C'était un drame existentiel pour lui. Et ça, je pense que vraiment, ça conditionne énormément ce qu'il a écrit, la façon dont il l'a écrit. On sent, il y a une amertume dans tous ces textes, même une amertume et même parfois un certain même désir de revanche vis-à-vis de certaines personnes qui l'ont battu froid quand il est arrivé en Argentine. Il pensait avoir un accueil digne et puis on l'a considéré comme une donna et ça l'a vraiment beaucoup affecté. Mais bon, je voulais pas faire non plus une biographie trop personnelle, c'est-à-dire Voilà. que une fois dressé ce contexte, c'était quand même quelqu'un qui était en pleine possession de ses moyens intellectuels et qui savait exactement comment ce qu'il allait dire allait être interprété. Mm. Donc ensuite, je pense que tout ce qu'il a dit, toute l'ambiguïté de ses propos, elle était savamment calculée et il lançait voilà, telle affirmation en sachant très bien elle allait être interprétée de telle ou telle façon par telle ou telle personne et il était extrêmement conscient de tout ça. Donc Mm. ensuite, vraiment, j'essaie de déceler la stratégie narrative qui est à l'œuvre, la stratégie discursive, ses prises de position publiques, et de montrer ensuite comment sa pensée philosophique et politique
antérieure, puisqu'il y a peu de nouveautés en fait réellement, mais comment elle a été du coup adaptée, quelles modifications elle a subies au regard de ces circonstances-là et de ses objectifs, de cette stratégie discursive. C'est-à-dire comment il a finalement, a posteriori, remodelé sa pensée pour la faire rentrer dans sa nouvelle attitude. Et voilà, Ouais. cette modification-là qui m'intéressait particulièrement, et ensuite de dégager les effets de sens, c'est-à-dire de dire, bon, du point de vue de la réception, oui, euh, aujourd'hui, on pense que Ortega était silencieux, mais personne à l'époque ne considérait qu'il était silencieux. Tout ce qu'il disait était très clairement interprété, Mm. euh, comme des allusions vraiment complètement transparentes. Donc, croire que, il était silencieux, c'est naïf. Et c'est une posture qui n'est pas rigoureuse historiographiquement. Donc voilà, je Alors, voulais restituer ces effets de sens. et est-ce que ça, on pourrait dire que c'est la thèse de ta thèse? Euh, oui, alors c'est pas seulement ma thèse, c'est-à-dire que je me suis appuyée hein, sur sur des auteurs qui théorisaient ça, cette idée que j'ai trouvée chez Lucien Jomme d'idéopraxie, c'est-à-dire de discours en action. Mm. Considérer que, un discours a pour objectif de faire quelque chose à un destinataire, d'agir sur le destinataire et donc de provoquer en lui non seulement certaines pensées, mais aussi par suite certains actes, et de considérer le discours comme une action publique. C'était vraiment, on va dire, le, le- le postulat méthodologique qui guidait la façon dont j'ai travaillé. Certainement. Ensuite, oui, la thèse, oui, elle tient dans ce sous-titre qui était un petit peu polémique, c'est-à-dire dire, bon, bah, ce silence n'est pas tel, voilà, est-ce qu'il y a eu collaboration ou pas? Et c'était quand même, c'était quand même pro- provocateur de taxer Ortega y Gasset de collabo. Ça Mm. allait quand même loin. Ce sous-titre, il m'est sorti vraiment à la dernière minute pratiquement. J'ai dit, allez, il faut être un peu plus incisif, il faut montrer de quoi il retourne. C'est pas une simple biographie intellectuelle, il y a quand même quelque chose là que je veux montrer ou je veux questionner. Et donc, j'ai mis ce sous-titre là un peu provocateur pour montrer de quoi il retournait. Ça a fait grincer des dents. Ah, bah ça, tu nous le raconteras quand tu nous parleras de la soutenance. Et alors, bon, tu as parlé de ton directeur de thèse, tu as parlé des gens de la fondation Ortega, dans le petit grenier, tout ça. Mais à part eux, est-ce qu'il y a des gens importants qui ont jalonné ton parcours, qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé pour arriver au bout de cette thèse? Oh, c'était des rencontres ponctuelles. Je me rappelle une chercheuse espagnole que j'ai croisée à Buenos Aires dans des archives qui m'a, pour l'Archivo de la Nación, qui m'a dit non, c'est un vrai chaos, c'est pas classifié, c'est l'angoisse. Mais par contre, j'ai croisé ton auteur dans tel dossier, tiens, je te l'envoie. Comme ça a Ouais. été un vrai miracle, par exemple. Donc, je la cite dans mes remerciements. Et ça a été vraiment une rencontre extrêmement fugace. On s'est croisés, on s'est rencontrés par hasard dans un café et ça a été miraculeux, mais très ponctuel. Donc, il n'y a pas eu, on va dire, de personnes qui m'aient accompagnée, à part bon, bah, les amis, enfin le cercle familial proche. Ça a été évidemment mon conjoint qui a enduré les affres voilà, dans lesquelles j'étais plongée au quotidien. Mon chat qui s'est beaucoup allongé sur mon clavier quand j'écrivais. Mais sinon, j'ai senti que c'était une aventure assez solitaire quand même. C'était vraiment, je me battais seule face à mon sujet et mes démons. Alors, tu viens de dire, je me battais. Justement, la question d'après, c'est sur les difficultés que tu as pu rencontrer. Alors, outre que tu avais un sujet inconfessable et que donc il a fallu que tu biaises pour arriver à tes fins, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées et les éventuelles solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Alors la première difficulté, c'était un sujet assez énorme sur un auteur canonique avec une bibliographie monstrueuse. C'est-à-dire que vraiment, pendant 3 ans, j'ai fait que de la bibliographie.
à distance d'abord. Alors, il y a 15 ans, il y avait moins de choses disponibles sur Internet qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même déjà pas mal. En arrivant à la Fondation Ortega, où tout est minutieusement collecté, j'ai eu des mètres linéaires de bibliographie à compulser. Donc, j'ai photocopié les premiers séjours que j'ai passés. J'avais des bourses de la Casa Velázquez, des bourses de courte durée. Je revenais avec des kilos et des kilos de photocopies. Donc, déjà, une bibliographie monstrueuse. Mm. Donc, il a fallu que j'apprenne à me déprendre. Et effectivement, du coup, le fait de travailler sur un des angles morts m'a vite fait élaguer tout ça. Euh, Ensuite, bah, la masse archivistique, vraiment beaucoup, beaucoup de documentation et avec très peu de formation en informatique. Donc, il a fallu que je bricole une base de données sous Excel pour trier un petit peu la documentation dont je disposais sans avoir vraiment de formation pour ça. Donc, ça a été beaucoup de tâtonnements et d'apprentissage sur le tas avec quelque chose qui était au final pas très opérationnel, dont j'aurais pu tirer beaucoup plus si j'avais eu les outils adéquats et la formation pour ça. Et, euh, et ensuite, ce travail de longue haleine, c'est-à-dire 3 ans qui se sont devenus 5. Et on a un peu parfois l'impression de poursuivre une chimère et se mettre au travail quand c'est un objectif aussi lointain, c'est parfois difficile de trouver la motivation. Quand en plus on a une tendance naturelle à la procrastination ou au papillonnage, se recentrer encore et encore et se mettre au travail, ça a été vraiment, vraiment compliqué pour moi à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des moments où j'ai failli lâcher prise. Les 3 premières années, c'était compliqué quand j'avais les cours en même temps. Et ensuite, à partir du moment où j'ai été recrutée à la Casa Velasquez comme membre, où là, j'avais vraiment un temps plein pour la recherche et j'étais sur place et je pouvais aller aux archives. Quand j'ai commencé vraiment, du coup, notamment quand j'étais aux archives du ministère des Affaires étrangères qui était en plein centre de Madrid, où il y a tout un rituel qui s'est installé, d'aller tous les jours, de prendre mes marques, de m'installer dans cette petite bibliothèque. Là, j'ai trouvé vraiment le goût Mm. et j'ai senti qu'il y avait vraiment cette dimension d'enquête qui se déclenchait, que je commençais à faire des trouvailles, des découvertes. Et dès que j'ai commencé justement à mettre la main sur des papiers qui prouvaient enfin ce que je cherchais à dire, là, ça s'est déclenché et ça a été la fièvre. C'est-à-dire que tout à coup, je suis vraiment plongée dedans et peut-être la première et ça devenait complètement obsessionnel et ça m'habitait. Donc vraiment, les 2 dernières années, j'ai trouvé le goût de ça. Mais bon, à part ces problèmes voilà, ponctuels de motivation, je pense que j'avais voilà, la formation qu'il fallait, j'avais la documentation et des conditions vraiment idéales pour ça. Quand on fait une thèse avec un financement, j'ai pas eu à me battre pour pouvoir me nourrir. Donc ça, je pense que c'est déjà exceptionnel. Mm. Donc, Et non. pour l'écriture, t'as pas eu de problème? À l'écriture, une fois que j'avais réuni tout le matériel, que je me suis soulagée une moitié de ma chronologie, j'ai décidé de vraiment couper en deux le sujet. Ça m'a beaucoup soulagée et que le compte à rebours était vraiment lancé. Ça a été relativement facile. C'était quotidien. J'avais délimité les documents qui allaient me servir. Je dépouillais tout en rédigeant. Mm. Et j'ai mis exactement 9 mois. Donc j'ai fait 9 mois de gestation, un manuscrit de 3,5 kg. Et voilà, je dis souvent que c'était mon premier bébé, quoi. Quand je Mm. suis allée l'envoyer par la poste aux membres du jury, que voilà, le facteur a posé ça sur la balance, j'ai vu 3,5 kg pour 9 mois de gestation, j'ai dit, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas une métaphore. Mais non, ça a été 9 mois continus de rédaction sans interruption et très, très, très assidu, quoi. Les derniers temps,
très dur, hein, à Eh 15, oui. 15 heures par jour. Ouais, ouais, parce que j'étais, comme je suis une travailleuse de la dernière minute, ça a été vraiment, à la fin, très, 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 très dense, sans Mhm. avoir le temps de corriger le manuscrit et de faire plus court, surtout. Ouais. Ben, ça, c'est le Trop. problème de la dernière minute, hein, c'est que forcément, on laisse des petits cadavres Mhm. en route. Et alors, tu as parlé d'affre tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que tu as fait partie de ces doctorants obsessionnels où tu en rêvais, tu sortais dans la rue pour toute autre chose et tu avais Ortega qui en tête? Ah, complètement. Ah, j'étais habitée. Tout était, j'en rêvais effectivement. J'avais des idées nocturnes qui me réveillaient, un carnet de notes sur la table de chevet pour écrire. Alors je dessinais mes rêves après. C'était un petit exutoire. Ça me permettait de mettre ça en perspective. Mais oui, j'en rêvais. Je mangeais Ortega, je rêvais Ortega. C'était, euh, c'était, euh, c'était vraiment oui, oui, continuel. Ça m'habitait, vraiment. Non. J'ai vécu avec ma thèse, quoi. Ok, et quand même, le fil, au bout d'un moment, c'est distendu, et puis maintenant, tu passes à autre chose. J'espère que Ortega a quitté tes rêves. Alors, Ortega a quitté mes rêves, et puis c'est seulement maintenant, 15 ans après, que on commence à ne plus me solliciter voilà, systématiquement sur Ortega. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait ma thèse sur lui m'a catalogué comme spécialiste d'Ortega. Et ensuite, j'ai voulu travailler, j'ai voulu élargir mes recherches sur bon, d'abord tout son entourage de disciples de l'école de Madrid et de disciples exilés, et travailler sur justement plutôt les disciples hétérodoxes qui n'avaient pas la même opinion politique que lui et qui sont restés en exil, ne sont pas rentrés en Espagne et qui, malgré leur déférence envers le maître, ont quand même divergé notoirement de lui sur le plan politique. Donc j'ai voulu travailler sur l'exil en général, mais ça a été très coûteux de faire cette reconversion et qu'elle soit, on va dire, elle soit reconnue par les cercles académiques. Je Mm. commence à peine à être un petit peu connue comme quelqu'un qui travaille sur l'exil, alors que ça fait quand même bien 10 ans que je travaille plus explicitement sur Ortega. Mais ça me poursuivra toute ma vie. Et en même temps, je suis très contente d'avoir fait ma thèse sur lui parce que je vois à quel point il a été vraiment fondateur pour toute l'histoire intellectuelle espagnole et je retrouve toujours Ortega partout. Dans la formation intellectuelle de tous les auteurs sur lesquels je travaille, postérieurs, et maintenant je suis plus sur la période de la transition, je vois à quel point il a été central dans la formation de toutes les générations intellectuelles Oui. qui lui sont contemporaines et postérieures. Et je suis capable de détecter vraiment dans un texte les idées qui proviennent d'Ortega. Je connais très bien son œuvre et du coup, ça me sert beaucoup. Ouais. Je voulais aussi m'éloigner de ce milieu académique orteguien qui était, qui est très, on va dire, qui est consacré vraiment à la culture de sa mémoire et de son héritage, avec parfois peu de distance critique. Donc ça me semblait aussi un petit peu étroit comme milieu académique et j'avais envie de voilà, changer de cercle. Ah, mais tu vois, C'est c'est intéressant là ce que tu dis de le sujet qui te colle à la peau. Et peut-être que dans les conseils à donner aux doctorants, moi j'ai fait ma thèse sur Garcia Marquez, mon HDR sur Garcia Marquez et tout ça. Et c'est vrai que peut-être c'est un conseil à donner aux doctorants quand ils ont soutenu leur thèse, de pas être sur la lancée pour recycler, alors avec des bonnes intentions et des mauvaises intentions, l'acquis, et peut-être de couper, de faire une grosse coupure, de passer à autre chose, et dans un deuxième temps, peut-être de revenir à la thèse, d'ailleurs avec plus de maturité, ce qui peut ne pas être mal, pour éviter là ce que tu dis, où tu dis, bah là, moi, je peine à être étiqueté autrement que, ah, c'est la spécialiste et point, quoi. Ça demande réflexion, là, ce que tu dis sur le poste. Oui, peut-être même avant même la soutenance de la thèse, parfois consacrer un petit article, si c'est possible, à quelque chose d'autre que son Ouais, sujet, pour dire non, mais je suis capable de faire autre chose que ça. ouais, c'est ça.
Mm. c'est intéressant puisque c'est vrai qu'ensuite on a une bibliographie, enfin un CV qui est monocentré Mm. et ça ne montre peut-être pas l'extension de nos domaines de compétences. Et C'est c'est vrai, dommage. c'est vrai, tout à fait vrai. Alors, Mhm. dis-moi, venons-en à la soutenance. Est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, il y avait donc, outre mon directeur de thèse, Paul Aubert, Gérard Chastagnaré, qui était donc membre de l'université d'Aix-Marseille et qui avait été aussi directeur de la Casa Velasquez. Il y avait Jean-Michel Desvoix, qui couvrait le champ de la presse. Béatrice Fonck, qui était une des rares spécialistes françaises de la pensée d'Ortega y Gasset. J'avais Luis de Llera pour l'histoire culturelle espagnole et Santos Julia qui était donc l'historien. J'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir Santos Julia à mon jury de thèse. Et tous ont reçu cet énorme manuscrit très peu de temps avant la soutenance, ce qui a été certainement pour eux un gros défi maintenant. Je le vois de l'autre côté et j'imagine quelle a été leur surprise en recevant ça par la poste. Donc Alors, c'était quel souvenir est-ce que tu en gardes de la journée de la soutenance? Pas que de la soutenance, de la journée en général. euh, c'est passé très vite, comme un petit peu dans un rêve où on ne se rend pas très bien compte de ce qui se passe et tout se passe dans un temps accéléré et j'en ai un souvenir assez diffus finalement. C'est Mm. curieux. Je me souviens qu'il faisait très froid, c'était un jour de Mistral glacé. Et je me souviens de ma déception par rapport à ma propre prestation qui était pas assez bien préparée, je pense, où j'étais extrêmement stressée et j'ai fait un exposé qui était vraiment, on va dire, décevant, en tout cas pour moi, donc qui était tout juste satisfaisant. J'aurais pu être beaucoup plus incisive et concise. Et j'ai perdu beaucoup de temps à parler de mes sources et de ma méthodologie sans réussir vraiment à aborder la portée des conclusions que je réussissais à démontrer dans cette thèse. J'étais déçue de ma prestation. Donc j'ai gardé une espèce d'amertume quand même de cette journée, même si mon final, le travail était quand même concluant, le manuscrit convaincant, mais en tout cas, la prestation lors de la soutenance m'a un petit peu déçue, quoi. Et tu vois, c'est bien parce que généralement, on fait un peu l'impasse. Enfin, c'est rare les gens qui me disent j'étais pas très content de moi. Alors d'abord, c'est souvent un peu diffus, tu vois, tu l'as dit toi-même, j'étais comme dans un rêve et tout. Et quand il y a des souvenirs précis, c'est pas ça qui est mis en avant. Et je trouve bien de dire qu'une soutenance de thèse peut donner un bon résultat, même si tu as été maladroite, de ton point de vue, pas à la hauteur et tout. Et je trouve que c'est bien que tu le dises pour les jeunes doctorants. Oui, oui, non, c'est dur à avouer, hein, mais ça a été une bonne leçon en ce sens-là. Mm. C'est-à-dire qu'ensuite, chaque intervention, que pour un colloque, une journée d'études, je l'ai rédigée en détail. Bon, après, même si je la rédige, j'arrive pas à la lire. C'est certainement plus spontané, mais toujours beaucoup moins efficace. Mm. Ensuite, on ne se refait pas, hein. Mais Bon. ouais, ça manquait de. Je voulais être spontanée dans mon exposé, que ce soit pas quelque chose de lu et de trop formel. Et finalement, ça manquait de concision et Ouais, ouais, d'efficacité. Mm. ouais. Donc, quand Et- même, s'il y avait un conseil à donner aux doctorants, c'est quand même de préparer leur soutenance et de rédiger un texte et de l'apprendre par cœur. S'ils veulent être spontanés, ne pas le lire. Mais en tout cas, ne pas perdre une minute du peu de temps qui leur est imparti pour parler de leur thèse. Ça, mm. C'est un très bon conseil, ça. Ouais. Et puis, tu vois, tu le dis après, ça m'a servi de leçon parce que maintenant, je sors jamais en public pour faire quoi que ce soit sans m'être bien balisé le terrain. Et ça, je pense que c'est vrai. Il faut qu'ils fassent attention
Après, on se souvient, on a entendu quelqu'un et où c'était pas très, très près, pas abouti, et ça reste, c'est cette mémoire de Mm, des petits deslices, quoi. Et t'étais, alors tu as dit, j'étais très stressée, tout ça. Est-ce que tu étais émue? Je suppose que oui. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont versé une petite larme? Oh, je crois pas avoir versé de larmes, mais j'étais, on va dire, fébrile. Ah. J'avais une sorte de sourire incrédule sur le visage et j'étais un petit peu, oui, je tremblotais, j'arrivais pas trop à y croire. En même temps, si j'avais pas eu le résultat que j'ai eu, je pense que j'aurais été extrêmement déçue et là, pour le coup, très décontenancée. C'est-à-dire que avec l'énergie et le temps que j'y avais passé, si j'avais pas eu cette qualification-là, j'aurais été très désappointée. Donc, c'était gratifiant quand même de voir tout ce travail salué Hmm. et de voir que ben, des chercheurs prestigieux le valider et l'approuver, c'était quand même extrêmement important et ça a contribué à me guérir un peu du complexe de l'imposteur, qui, je pense, est partagé par beaucoup de nos collègues. Hmm. Voilà. Pas complètement, mais c'était un début. Je commençais à dire non, peut-être que bon, finalement, tu n'es pas si mauvaise dans ce que tu fais. Et, bon, cette rémunération qui t'a été octroyée pour faire la thèse, elle était méritée. Oui, d'accord. Oui, c'est une C'était. forme d'adoubement quand même quand on te déclare docteur de ton université, il se passe quelque chose. Et alors, est-ce que dans les jours qui ont suivi, parce que comme tu étais en immersion, alors j'ai pas dit en empathie, hein, tu vois, j'ai dit en immersion avec celui que tu as désigné, et j'ai rigolé, comme ton auteur, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah là là, il faut que je me mette après la soutenance, hein, ah là 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 là, il faut que je me mette à ma thèse, ah mais non, c'est vrai, je l'ai soutenue. Ah, ça, je m'en souviens plus trop parce que ça fait longtemps, mais il y avait toujours cette forme d'urgence. Alors j'ai pu ne pas, enfin, j'ai soutenu au mois de novembre, donc à l'issue de mes 2 années à la CASA, et j'ai eu la chance de pouvoir prendre une année sabbatique, enfin en tout cas de demander une disponibilité pour cette année-là. Du coup, grâce à 4 sous économisés pendant mes années de membre. Donc, j'avais pas à retravailler immédiatement. Donc, ça, c'était un vrai luxe. Mais tout de suite, j'ai été prise de nouveau par l'urgence parce que j'avais quand même un article à rendre, peut-être une journée d'études ou un colloque, je me souviens plus. Et puis, il y avait la qualification. C'était en décembre, donc j'ai soutenu fin novembre. J'avais un mois pour boucler mon dossier de qualif. Donc tout de suite, en fait, je suis rentrée chez moi. J'habitais encore à Madrid. Et tout de suite, je me suis mise dans le dossier de qualif. Donc, j'ai pas arrêté une minute, en fait, puisque Hmm. vraiment, j'ai rendu le manuscrit 2 semaines avant de soutenir. Je suis rentrée à Madrid 3 jours après la soutenance et je me suis mise à mon dossier de qualif. Et ensuite, j'avais l'article. Et puis ensuite, c'était les dossiers de candidature au poste de maître de conf. Donc, j'ai pris une année ensuite, j'ai pris une année sabbatique pour travailler, quoi. Oui, oui, bah, c'est le paradoxe, ouais, ouais. Quand on se dit, parfois, on est tellement occupé, ah mince, zut, j'ai tellement de boulot que j'ai pas le temps de travailler. C'est ça, c'est ça. Donc là, je me suis payée royalement à moi-même une année de travail. Voilà. Quelquefois, je regrette un petit peu quand même. Mais bon, ça m'a permis, ouais, ça m'a permis de prolonger le séjour à Madrid. C'était bien. Ouais, ouais. Et ensuite, j'ai eu la chance de décrocher le poste dans La la foulée. campagne d'après, hein. C'était des années fastes. Il y avait pratiquement une dizaine de postes qui correspondaient à mon profil cette année-là. Donc, c'était très différent d'aujourd'hui. Alors, je vois la situation des jeunes docteurs, c'est affolant. Mm. Mm. C'est vrai que l'époque n'est pas très, très heureuse, hein. Mm. Alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là précisément? Ben, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet auteur sur lequel j'ai travaillé et son rôle clé dans l'histoire intellectuelle espagnole continue vraiment
de nourrir tous les travaux d'histoire intellectuelle que je fais. C'est-à-dire que je décèle son héritage et je suis capable de filier voilà, cette généalogie intellectuelle. Donc ça, je considère que ça a vraiment été extrêmement formateur. Et, et je me rappelle toujours de ce que me disait Paul Aubert. Quand j'ai commencé ma thèse, il m'a dit, il faut que tu travailles sur un auteur important. Tu peux pas travailler sur un auteur mineur parce que c'est dommage. C'est dommage de consacrer tant de temps à quelqu'un qui demeure un auteur mineur. Là, ça te permettra de rayonner sur un tas d'autres choses. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers lui pour ce bon conseil qu'il m'a donné, parce que ça me sert au quotidien. Et puis, ma thèse, elle m'a permis de devenir historienne, alors que je ne l'étais pas, j'étais plutôt littéraire. Alors, j'ai conservé cette dimension littéraire dans mon approche des textes, c'est-à-dire j'ai toujours une approche philologique, un souci accordé à la rhétorique et à la qualité plastique des textes que j'aborde. Euh, et donc, je me suis amusée à combiner cette approche historienne, cette preuve par le document et cette perspective philologique. Vraiment, ça continue de définir ma méthode de travail. Je suis aussi content d'avoir travaillé sur Ortega parce que c'est lui-même un auteur très pluridisciplinaire et qu'à travers la philosophie, il a traité de l'histoire, de la politique, mais aussi des arts visuels, de l'esthétique. Et à travers Ortega, ça m'a permis de continuer à cultiver cette pluridisciplinarité qui était vraiment la caractéristique de ma propre formation. Ouais. Et ça m'a permis de continuer à être pluridisciplinaire et de continuer à ne pas choisir, en fait. Et je continue aujourd'hui de ne pas choisir, c'est-à-dire je fais des cours d'histoire politique pure et dure, voire d'histoire économique quand je suis en LEA, donc à parler de choses très techniques. Et je fais des cours sur la poésie des avant-gardes et je fais des cours sur les arts visuels contemporains. Et tout ça grâce à Ortega, parce que ça a donné aussi une certaine légitimité, un fondement théorique à tous mes travaux postérieurs ou aux cours que je donne. Et ça, c'est extrêmement précieux pour moi. Donc oui, je suis toujours tributaire de cette formation initiale, enfin de cette formation doctorale au quotidien, Choix du vraiment. sujet, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et est-ce que tu as relu ta thèse? Alors j'ai essayé, puisque j'ai eu des velléités de la publier. Euh, alors j'en ai relu certains morceaux parfois, dont je me suis servi dans d'autres articles, notamment parce que je dresse tout un paysage intellectuel de l'époque, donc j'ai croisé énormément d'autres auteurs, évidemment, tous ses correspondants, tous les gens qu'il cite, etc. Donc très souvent, j'entends un nom passer ou je lis voilà, dans mes lectures le nom d'un auteur et je me dis, je l'ai déjà croisé quelque part et je vais voir l'index onomastique de ma thèse et je dis, ah oui, effectivement. Donc j'ai déjà sous la main une biographie synthétique et des références. Donc ça me sert vraiment, c'est un outil pour moi. Euh, j'ai fait quelques articles où j'ai prolongé certains aspects de la thèse et j'ai essayé à plusieurs reprises de travailler sur le manuscrit en vue d'une éventuelle publication. Euh, et c'est un vrai serpent de mer puisqu'ensuite bah, j'ai commencé à travailler. Mm. Euh, J'ai écrit d'autres articles, je me suis intéressée à d'autres sujets, et puis ensuite j'ai été maman à 3 reprises, et directrice de département, et ainsi de suite. Et du coup, la thèse n'a jamais été publiée. Donc, et puis c'est un tel... Ortega, il parle de ses bouquins, il dit «Es un mamotreto», et j'arriverai jamais à l'écrire, j'arriverai jamais... Et c'est ça, mamotreto, je peux pas, j'y arrive pas. Il y a 700 pages de texte brut. Qu'il faudrait réduire à la moitié pour en faire un bouquin, et c'est un travail qui me demanderait en fait de le réécrire entièrement. Donc Voilà. là, plus Là, envie. voilà, là, c'est le problème de, on n'a pas le temps, l'objet de départ est tellement énorme que ça représente beaucoup de boulot.
Mais en fait, ma question, c'était surtout quand tu plonges dedans, quand il t'arrive d'aller lire quelque chose, je te parle pas de l'index onomastique, tout ça. Est-ce que tu as pris de la distance, c'est-à-dire quand tu relis quelques phrases, des façons de raisonner, etc., est-ce que tu as pris de la distance avec cette chercheuse-là en te disant à la fois, bon, c'est pas mal, c'est une bonne intuition, là j'avais une bonne découverte, une mise en rapport qui est intéressante et tout, mais est-ce que tu te dis aussi, est-ce qu'il t'arrive de te dire, mais quelle naïveté dans la façon de présenter les choses, ou méthodologiquement, là c'est un peu boiteux. Est-ce que tu as pris du recul avec celle que tu étais à l'époque? Euh, pour ce qui est de la méthodologie, non, je suis quand même souvent en accord avec moi-même. Euh, je trouve ça assez rigoureux. Par contre, c'est du point de vue de la rédaction, je trouve ça trop long, trop fastidieux. Ça prend des détours, toutes ces précautions méthodologiques. Euh, mais je me rappelle qu'en écrivant, je me sentais déjà entravée par ça, c'est-à-dire que c'était un passage obligé et qu'il faut faire ce paragraphe de contextualisation et je voyais bien que c'était voilà, que c'était nécessaire, mais qu'il fallait le faire. Euh, mais souvent, quand je relis, je me dis quand même, bon, il y a beaucoup d'adjectifs et c'est un peu redondant et c'est un petit peu trop, c'est trop long, mais c'est ce qui permet au texte d'être relativement plaisant. Quand je me relis, je me dis, tiens, oui, c'est pas mal écrit, il y a des formules, ça reste relativement agréable à lire quand on n'a pas les 1000 pages à lire d'un coup. Euh, Quand j'en lis un extrait, ça et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses effectivement que j'ai oubliées Ça arrive. et plein de détails et je vois la richesse de détails et je me rappelle cette envie de tout dire. Et là, c'est peut-être avec ça que que j'ai pris le plus de distance. C'est-à-dire que maintenant, je sais qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut Hmm. pas tout dire en un chapitre, on ne peut pas épuiser la question, on ne peut pas donner tous les détails. Et ça, c'est sans doute ouais, ce que ce que je sens le plus. Les renoncements de la maturité. Mm. Quels sont, alors t'en as donné déjà un certain nombre, mais quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes doctorants? Ah, c'est compliqué parce que c'est toujours ces conseils qu'on donne a posteriori et qu'on ne peut pas suivre tant on n'a pas traversé cette expérience, en fait. Et je dirais de s'organiser peut-être un peu mieux que ce que je ne l'ai fait pour se donner le temps de relire le manuscrit. Ma compagne de bureau à l'AGASA, elle avait fini son manuscrit peut-être 6 ou 8 mois avant de soutenir. Je pense que c'est plutôt un cas exceptionnel, mais elle a eu le temps de le relire, de le peaufiner, d'expurger les fautes, de l'envoyer avec un délai suffisant aux membres du jury. Et j'aurais rêvé de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que organiser, rationaliser son temps de travail et pour se Mm. donner le temps de prendre du recul vis-à-vis de son manuscrit, c'est, c'est, c'est ce que j'aurais vraiment aimé pouvoir faire. Pour le reste, on défriche. On- le sujet proprement dit, en fait, j'ai réussi à le définir au bout de 2 ans et demi de travail. Les premières années, j'étais incapable de dire de quoi on tournait mon sujet de thèse. J'étais incapable de le synthétiser en une phrase. Je ne savais pas sur quoi je travaillais. Mais Mm. ça, je ne peux pas dire aux doctorants, définis ton sujet a priori, c'est impossible. Peut-être de pas trop lire de bibliographie au départ, de pas se perdre dans la bibliographie, de n'y revenir que lorsqu'on en a besoin pour éclairer tel point de détail, tel texte, c'est-à-dire oui, de faire évidemment un état de la question, mais de rapidement passer vraiment à l'étude des textes, à la recherche en archives et aux documents proprement dit, pour avoir une approche personnelle, et ensuite de revenir à la bibliographie parce que bon, il le faut bien. Ça, j'ai perdu trop de temps, je pense, avec ça. Ça a été formateur, mais pas si nécessaire finalement, puisque en rédigeant, j'ai eu besoin de bibliographies complémentaires que je n'avais pas abordées au départ. Mm.
Donc, je me suis rendu compte que oui, effectivement, ces kilos de photocopies que j'avais fait étaient complètement inutiles. Donc, Oui, être plus synthétique dans ses lectures bibliographiques au départ. oui. Sinon, après, on est noyé, puis en plus, on ne sait plus quoi faire de cette matière, on voit Oui, pas puis où. on a l'impression que tout a été dit et qu'il Ouais, reste plus rien. C'est décourageant, en fait, ouais. d'aller Ouais. tout de suite au document, à la source. Mm. Oui, Mm. c'est vrai, se battre avec le sujet, puis voir après ce qu'il reste à faire, comment est-ce que ça a été emboîté par les autres. Oui, tu as raison, c'est un bon conseil à donner, ça, je pense aussi. Est-ce que tu peux prendre ton mamotreto, comme tu as dit toi-même, hein, Oui, c'est la version de travail, là, comme ça. voilà, c'est ça, l'affaire. Et puis, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ton introduction et nous en faire un commentaire? Alors, on va voir Alors, s'il y a beaucoup d'adjectifs ou pas dans cette première phrase, puisque tu t'es plainte de cette maladie de l'adjectivation. alors, elle est courte, la première phrase. La carrière d'intellectuel engagé de José Ortega y Gasset terminerait-elle en 1936? Aurait-il abandonné la République lorsque la guerre civile espagnole a éclaté? Donc, oui, j'ai commencé par deux questions incisives qui sont des commentaires aux sous-titres un peu provocateurs. Je parlais plus haut, silence politique ou collaboration passive. Et j'ai en fait fait une introduction en deux temps, cette introduction très courte de 3-4 pages, et ensuite une introduction que j'ai appelée prolégomène avec la biographie, résumé, l'état de la question, etc. Mais j'ai d'abord cette introduction très compacte où vraiment je mets les pieds dans le plat. Et j'ai D'accord. commencé la thèse voilà, avec ces phrases, ces interrogations provocatrices qui tout de suite situent l'enjeu du sujet. Donc, est-ce qu'il était engagé, il cesse de l'être, avec le silence politique? Est-ce qu'il a abandonné la République et il a trahi comme on l'en a accusé à l'époque? Qu'en est-il voilà, de ce silence et qu'en est-il de ce rôle, ce magistère intellectuel qu'il a exercé pendant les décennies précédentes? Que se passe-t-il au moment où la guerre civile éclate? En quoi cela a-t-il irrémédiablement fait basculer sa carrière et son œuvre? Voilà, je voulais vraiment tout de suite situer cette interrogation-là, qui était vraiment la question que je me posais. C'est-à-dire comment un intellectuel qui était engagé, qui était même socialiste dans sa jeunesse, qui était si habité par la question du destin de l'Espagne, comment a-t-il pu partir en auto-exil dès le début de la guerre et renoncer à prendre la moindre position publique ou à formuler clairement sa dissension vis-à-vis du coup d'État. Comment était-ce seulement possible qu'il puisse prendre parti pour Franco? Ça me semblait un paradoxe choquant Hmm. que je voulais expliquer. Donc, je voulais voilà, savoir s'il avait été vraiment pro-franquiste. Est-ce que c'était une attitude de façade? Est-ce que c'était un jeu qui lui permettait juste de sauver sa peau? Est-ce que il comptait retrouver une place de leader intellectuel dans l'Espagne franquiste et que finalement, à ses yeux, était plus importante cette place, ce statut social que le contenu? Hmm. Tout ça, c'était vraiment une énigme pour moi et je voulais la situer avec cette phrase liminaire. Et alors là, on est en plein hiver, là, il fait froid et tout ça. Donne-nous un texte qu'il faudrait relire, tu vois, quelque chose de pas trop trop long, mais qu'il faudrait relire d'Ortega pour être, comprendre demain, aujourd'hui, demain, quelque chose qui nous aiderait à nous situer dans le monde dans lequel on vit. Il y a un texte qui est intéressant, c'est la méditation de la technique et qui est resté assez jeune.
et où il n'a pas encore trop basculé dans cette crainte des masses qu'on voit à l'œuvre, par exemple, dans la Rébellion de las Masas, où il y a déjà cette tentation. C'est pas encore la tentation autoritaire, mais cette défiance à l'encontre, cet antidémocratisme-là qui affleure déjà. Meditación de la Técnica, c'est 1933. Et voilà, c'est l'homme face à la technique, à la technologie. Et une approche intéressante parce que justement, elle ne bascule pas dans cette paranoïa et ce, ce- cet esprit passéiste qui consiste à dire que c'était mieux avant ou que la technique nous dépouille ou qu'elle nous menace nécessairement, mais que la technique n'est que ce que nous en ferons et que c'est justement la conscience que nous maintiendrons dans notre rapport aux objets techniques et aux possibilités que nous offre la technologie qui permettra de la rendre humaine. Et voilà, c'est peut-être à l'heure de l'IA triomphante, un enseignement intéressant. C'est exactement ce à quoi je pensais quand tu disais tout ce que tu disais. Je me disais, ah, bah, en rapport avec l'IA, ça peut être vraiment intéressant à lire. Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Mathèse et moi. Merci. Merci.